Non, mais je trouve que Paris ne mérite pas plus que Benfica. Il y a eu un match assez équilibré. C'est vrai que c'était pas très enthousiasmant. Moi, je ne me suis pas éclaté devant ce match et j'ai pas trouvé un Paris flamboyant. J'ai trouvé un Paris qui ronronne et ça, pour moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu plus par rapport à ce que on avait aperçu en début de saison avec une équipe qui était avec des contenus beaucoup plus longs sur le match et capable de mettre vraiment du rythme. Là, je ne l'ai pas retrouvé et j'ai vu un Benfica quand même qui a plutôt bien géré ce match. Et je trouve que c'est assez logique. Ouais. On va aller voir Bertrand Latour, puisque évidemment, c'est les impressions de téléspectateurs, mais mieux vaut se confronter, on va dire, à la réalité. Et à la réalité, c'est la vision de Bertrand ce soir au Parc des Princes. Ce match nul est-il logique ce soir pour vous ? Oui, pour moi, il est logique. Ce match nul, il n'y a aucune des deux équipes qui méritait de remporter ce match où il ne s'est pas passé grand-chose, hormis des pénaltys. Heureusement qu'il y a les avant et les après-matchs au Paris Saint-Germain en ce moment pour animer nos conversations, parce que sur le match du soir, il n'y a pas grand-chose à dire. Et ce n'est rien de personnel Saber, mais je crois rêver quand j'entends l'argumentation de Saber qui me détaille les statistiques avec les 3 tirs cadrés contre un tir cadré. Benfica n'a pas fait grand-chose. Enfin, le Benfica est à l'extérieur. De mon point de vue, c'est pas une équipe qui a vocation à gagner la Ligue des Champions, contrairement au Paris Saint-Germain, qui lui était à domicile. En termes d'occasion, celle qui n'a pas abouti à un but, celle de Mbappé, là, la frappe enroulée, j'ai bien cru qu'il allait avoir but à ce moment-là, mais elle n'était pas cadrée. Pour le reste, c'est le désert de Gobi. On s'est ennuyé fermement dans une mauvaise imitation du Paris Saint-Germain qu'on a trop souvent vu l'année dernière. Soirée à oublier de mon point de vue. Ok, Saber demande une audience à Bertrand Latour, enfin demande audience. Je suis plutôt d'accord avec toi, Bertrand. Effectivement, c'était une soirée assez soporifique, mais j'ai l'impression que tu me rejoins quand même un petit peu, parce que tu viens en fait de dire que c'est peut-être le Paris Saint-Germain qui s'est créé les occasions les plus franches, à l'image de ce que tu viens de dire concernant la frappe de Kylian Mbappé. Il y a eu aussi ce décalage par rapport à Nordi Mukiele qui méritait peut-être mieux. Et Benfica a fait quoi, si ce n'est ce penalty qui a été marqué. Donc, alors, je ne dis pas que c'était effectivement exceptionnel et que Paris méritait amplement en fait ce succès-là, mais méritait peut-être un petit peu plus que Benfica ce soir. Le chirurgien d'image, j'ai demandé, le chirurgien d'image au microscope, il a regardé, voilà, c'est Étienne Moati. Vous, ce match nul, pour vous, c'est, voilà, là on est en train d'essayer de trouver des occasions. En tout cas, Saber nous les... j'ai l'impression qu'on est en train de couper des cheveux en 4, en 8 ou en 16, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est mérité, que c'était un match ennuyeux. Quand on regarde même les statistiques, elles sont à peu près équivalentes. Franchement, essayer de ressortir que le Paris Saint-Germain aurait mérité de gagner ce match-là, non, pas du tout. Et je rejoins Jo, c'est plutôt des inquiétudes. J'ai même pas envie de retenir de savoir s'ils avaient mérité ou pas le match, c'est sûr que non. Mais surtout, ça commence un tout petit peu à devenir inquiétant dans la créativité, dans les 30 derniers mètres quand il n'y a pas Messi. Surtout si on s'en tient aux frappes cadrées. C'est-à-dire quand la stat, les frappes cadrées, t'en as 2 écrasées complètement, que même Don Rico aurait pu arrêter dans ses jeunes années. Oui. Même toi, tu aurais pu les arrêter si tu l'avais connu plus tôt. Rico confirme. Enfin, un connaisseur. Voilà, Rico confirme. J'ai même parfois préféré les lancements de jeu de Benfica que du PSG, sur certaines phases, pour te dire. Donc, non, mais c'était plus cohérent, moi je trouve. Collectivement, c'est plus cohérent. Le PSG se rattache à quoi encore Mbappé, Neymar qui en a trop fait. Donc voilà, c'était pas... Collectivement, j'ai pas vu une équipe que j'avais aperçue en début de saison. Il y a Bertrand... Mais il manquait un joueur quand même ce soir. Hein et ça change tout, non ? Lionel Messi, c'est ce dont on parlait hier. Oui, on l'a vu. Duel qu'on a perdu. On l'a vu en tribune. En fait, oui, on a fait un débat hier. L'absence ou le forfait de Messi, est-ce que ça change tout ? Est-ce que ce soir, c'est l'absent qui marque le plus de points ? C'est qui le joueur le plus impactant depuis le début de saison au PSG Lionel Messi. Voilà, donc forcément, dans un match, c'est Benfica. Effectivement, c'est pas une équipe qui va gagner la Champions League. Mais c'est néanmoins un match de Champions League contre une équipe qui était quart de finaliste l'année dernière. Et quand ton meilleur joueur depuis le début de la saison est absent, mais forcément ça a un impact sur le jeu, sur les sorties de balles, sur l'animation offensive, sur Jérôme, comme ça change tout. Absent, je peux avoir le point ou pas de hier je peux avoir le point aujourd'hui, vu que ça change tout. Non, en fait, on vous l'a donné. De la semaine dernière aussi. Pas donné hier. Non, oui, mais on va. Mais. Non, je ne l'ai pas eu hier. Si vous revoyez l'émission, finalement, maintenant ça change. Et voilà, ça change tout. Non, mais on passe de Lionel Messi, qui est bon, qui est très très bon, à rien. C'est-à-dire qu'on a un mec qui est bon, qui fait vivre le collectif, rien. Nada. Mais ça a été très souvent le problème du PSG quand il y avait un joueur qui dominait la saison, Mbappé l'année dernière, ou il y a 2 ans, rappelez-vous. Mais c'est le problème du PSG récurrent, c'est que quand ton leader offensif est absent, tu n'as pas de plan B. Cette année, c'est Messi.
L'année dernière, c'est quand Mbappé n'était pas là. Il y a 2 ans aussi, donc voilà, effectivement, oui, quand ton leader offensif n'est pas là, il n'y a plus rien, ou en tout cas plus grand-chose. Et est-ce qu'on a quelque chose aussi sur Christophe Galtier, là, voilà. C'est-à-dire Christophe Galtier a commencé la saison, on était tous heureux, on voyait tous qu'il y avait des schémas qui arrivaient, son 3-5-2, ça, voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui fourmillait. Et puis plus ça va, plus c'est en train de revenir, on va dire, tranquillement sous l'ère Pochettino. C'est en train de s'étioler complètement. Donc le 3-5-2, donc pour avoir des pistons, les pistons, ça fait des semaines et des semaines qu'on ne les voit pas. Non. On ne voit pas du tout ce qu'ils apportent offensivement, on ne voit aucun dédoublement sur les côtés. Le jeu tient à l'animation des 3 de devant. Et l'animation des 3 de devant, elle est toujours lancée par Lionel Messi. C'est lui qui a l'initiative de toutes les actions depuis le début de la saison. Et quand lui n'est pas là, ça ne combine pas, c'est pas suffisant. En plus, Sarabia a fait un match horrible. Mais les 2 autres, tout seuls, finalement, ne sont pas capables de combiner par exemple, ce soir, il n'y a pas Messi. Moi, je revois les défauts récurrents de Neymar. Quand ça passe pas, il force, il continue. À un moment donné, il doit la lâcher, il reva dans le duel pour faire la bagarre avec les défenseurs, jusqu'à ce qu'il prenne des coups. Donc ça, c'est tout le mauvais Neymar qu'on n'aime pas. Moi, perso, je n'aime pas. Messi est comme ça, il rend tout le monde meilleur en plus. Oui, et puis quand Messi est là, Neymar joue différemment aussi. On aura un petit thème sur Neymar. Juste la question de l'homme qui a remplacé Messi, c'est Pablo Sarabia. Alors Pablo Sarabia fait quelques matchs, il revient, il ressort, il est remis, il revient, machin. Non mais est-ce que c'est... Non mais Sarabia c'est un bon joueur. Non mais il n'avait pas le même positionnement. Il n'y a pas de continuité. Il n'avait pas le même positionnement déjà que oui, Messi. C'est pas la classe. Ils ont joué avec un faux avant-centre là. Moi j'ai vu le PSG. Vous avez dit pivot, non, parce que moi j'ai vu souvent Sarabia et il s'est fait descendre. Il quittait un peu son aile pour venir dans l'axe, je l'ai vu, parce que Mbappé bougeait beaucoup. Mbappé n'a pas joué piston, il a pratiquement joué tout le temps à gauche. Juste une chose pour Etienne, je suis d'accord avec lui, mais c'est quand même le dédoublement de notre ami Bernat qui fait le piston, le penalty, quand même. Juste, même si je suis d'accord que... Non, mais en 3-5-2, ça n'apporte pas suffisamment. Bah oui, le 3-5-2, c'est le seul 3-5-2 où les pistons sont absents. Sarabia, il n'a pas saisi sa chance, on pouvait attendre plus, il était dans une position... Il peut faire le match de sa vie. Il joue jamais. La prochaine fois qu'il y a les 3, il ne jouera pas. Non, mais il peut être un peu... Oui, mais à force, les mecs, ils n'ont pas de rythme. Ils savent très bien qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons, ils joueront pas le match d'après. Ah oui, mais tu as perdu combien de joueurs à Paris à cause de ça? Pour moi, Draxler, tu le perds aussi dans la même situation, parce que tu le fais jouer, pendant 10 matchs, il ne joue pas, d'un coup, il faut qu'il rejoue, Sarabia, c'est la même situation. Quand il joue tout le temps, moi, je le trouve plutôt performant. Plus de ce joueur, quand même, d'être plus impactant, il rentre au moins un quart d'heure, 20 minutes. Je l'ai trouvé, techniquement, il a raté 2 contrôles d'entrée. Il a joué parfois en faux avant-centre. Il a disparu de la circulation, quoi. Voilà, c'est clair. Ok. Bertrand Latour n'était pas tout à fait d'accord. Je ne sais pas si Bertrand est toujours là. Je ne sais plus sur quelque chose qu'on a dit il y a quelques minutes sur ce plateau. Et puis évidemment, la discussion s'est poursuivie. Bertrand, vous voulez choper quelque chose, un argument, et vous voulez le pondérer, le contrecarrer. Non, mais sur Messi, je partage votre avis global sur son apport, évidemment, depuis le début de la saison, c'est incontestable. Et il rend bien des services à cette équipe-là. Mais je ne suis pas sûr que ça puisse être... je ne dis pas que vous dites que c'est la seule explication, mais là, je trouve qu'on a quand même lourdement insisté sur son absence. Évidemment, mais si le Paris Saint-Germain ne peut pas jouer à domicile face à Benfica sur Lionel Messi, c'est quand même... très inquiétant pour la progression collective de cette équipe-là. Il y a d'autres soucis que l'on note et que l'on a relevés. J'étais la semaine passée à la Louse, c'était pareil quand j'étais à IFA sur les matchs du Paris Saint-Germain. Il était sur la pelouse et il y avait déjà un certain nombre de problèmes offensifs, notamment d'efficacité offensive. Ce soir, il n'y a même pas eu les occasions, je vous le concède. Les pistons qui sont quand même sévèrement grippés, mais de l'huile, Christophe, pour les pistons, parce que plus ça va, moins ça va. Que ce soit Nuno Mendes, Bernat, Hakimi, lui, joue tout le temps à droite, mais je ne sais pas si c'est eux qu'il faut incriminer ou non, mais il y a un souci aussi à ce niveau-là. Donc, je voudrais pas qu'on mette la poussière sur le tapis en se disant l'absence de Messi parce qu'il est très bon en ce moment explique tout. Il y a bien des errements quand même dans cette équipe-là. Peut-être que nous voyons encore davantage parce que Messi est absent. Mais voilà, moi je retiens d'autres choses encore, quoi. Non, Bertrand. Oui. Mais il a raison. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le mal récurrent du PSG que de s'appuyer souvent sur 1 ou 2 joueurs. Mais depuis des années, c'est comme ça. Depuis des années. Quand on voit les feuilles de match et qu'on se dit tiens, lui, il est blessé. Rappelez-vous, quand Neymar était en pleine bourre, il se pète la cheville, on se dit ces filles, ils ne la gagneront pas. C'était Mbappé l'année dernière, c'est Messi cette année. Messi, ce qui est criant ce soir, c'est que ça joue à 2 à l'heure. Messi, il ne court pas beaucoup, mais il accélère le jeu. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Messi, malgré son rythme, il accélère le jeu. Soit sur un pas,
soit sur une passe, soit sur un renversement, soit sur l'ouverture. Messi accélère le jeu du PSG. Et quand Messi n'est pas là, et Bertrand a raison, c'est inquiétant, et il a raison. Mais quand Messi n'est pas là, ça joue à 2 à l'heure. Ça joue à 2 à l'heure. Ce qui est embêtant aussi côté Paris Saint-Germain, à mon sens, c'est que quand il y a des difficultés effectivement entrevues au sein de l'équipe de Christophe Galtier, il n'y a pas de variété dans le jeu du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas en fait une autre animation qui peut se dessiner ou alors finalement un autre système. Et ça, c'est quand même aussi assez problématique puisque le Paris Saint-Germain, quand il a tendance en fait tout simplement à être en difficulté, il reste cantonné à chaque fois dans ce schéma-là et qui n'apporte aucune solution finalement. Mais qu'est-ce qui fait que les entraîneurs passent et que finalement, là, on aurait pu vous rediffuser, je sais pas, une émission d'il y a un an. Le Paris Saint-Germain, c'est quand même le club qui est particulièrement dépendant de ces 3 joueurs offensifs. Qui marque des buts au Paris Saint-Germain si c'est pas Messi, Neymar ou Mbappé? Qui? Personne. Personne jamais. Donc ça devient un problème. C'est qu'à partir du moment où il en manque un qui n'est pas sur la pelouse ou un qui est moins bien, c'était le cas de Mbappé ce soir comme depuis plusieurs matchs, ou un qui déjoue comme l'a fait Neymar ce soir, il n'y a plus rien du tout. Oui, mais pardon, mais là on ne parle pas de marquer des buts, on n'est pas aussi c'est quand même le but du football. Oui, mais on n'est pas aussi ambitieux que ça. On parle juste d'une animation offensive, d'une manière finalement de jouer cette équipe sans un de ses joueurs. Non, mais et là ce soir... Pour rebondir sur ce que dit Étienne, moi je le rejoins. Parce que après on parle de Verratti, Vitinha. Tu vois Qu'est-ce qui se projette vers l'avant? À quel moment les mecs ils vont prendre le ballon et ils t'amènent quelque chose offensivement? Pas grand-chose. Alors après, je sais pas. Peut-être que c'est les consignes du coach. On les laisse les 3 devant faire leur truc. Et nous, on essaye d'être là pour presser, pour récupérer les ballons. Mais je vois dans les autres équipes quand même des joueurs qui se projettent vers le but, qui amènent des frappes, qui quand il y a un centre, ils sont dans la surface de réparation. Dans ce PSG-là, je ne vois pas de milieu de terrain aller là. Il n'y a que Neymar qui avait le ballon, qui essayait de créer, qui a surjoué, qui a perdu énormément. Mais Sarabia absent, tu t'appuies sur qui? La vitesse de Mbappé dans les couloirs. Lui, il descendait, je le rejoins. Tu n'as pas de milieu capable de créer, rentrer dans les lignes par la course, par les passes, trouver des décalages. Eric, je vais vous faire plaisir. Ce soir, est-ce que c'est la fin du 3-5-2? Mais voilà. moi, je le souhaite depuis longtemps, je prie, non, mais ça n'arrive jamais. Vous aimez pas, vous êtes allergique à ce système. Là, c'est presque, offensivement, ce 3-5-2, il n'a rien apporté, on l'a tous dit, donc les pistons inexistants qu'à peu près tous les matchs du Paris Saint-Germain. Il n'a pas été plus inquiétant que ça défensivement, comme il l'est aussi assez régulièrement, où ils se font transpercer. Là, pour le coup, ils ne se sont pas fait transpercer 10 fois, comme ça arrive dans certains matchs du PSG. Benfica, tranquille. Oui. Ah, Paris a-t-il raté une qualification qui lui tendait les bras? Puisque Paris donc, a ouvert le score par Mbappé sur penalty. On n'a pas senti une révolte et une envie d'aller défier, les Portugais d'aller défier les Parisiens. Tu mets ton petit but, tu mènes à 0. Donc la réponse est oui. Ouais. Quand même parce que le penalty est ridicule quand même. On en reparlera après, mais le penalty il est grotesque. Bon, il n'y a pas eu d'occasion. Est-ce la faute de Verratti? C'est Verratti. C'est la faute de Verratti sur Rafa Silva. Et il y a 0 occasion Benfica. Donc la réponse à ce que dit Mémé, c'est oui, tu rates une qualif c'était fini, il n'y avait plus de match. Tu leur donnes le but. Ah, les mecs, après, c'est le haut niveau, tu leur donnes, ils prennent. Tu as potentiellement une semi-occasion avec Draxler qui tarde et qui revient, qui veut dribbler, il revient sur son pied gauche, il tape, Marquinhos. Mais avant, on est dans la semi, on est dans le clair-obscur ce soir. Non, mais si tant que ça change tout de suite, ils ont quand même une possibilité de frappe. Moi, je les ai trouvés très bons dans les sorties de balles. Au milieu, bim, boum, ils trouvaient, ils se baladaient, ils trouvaient les extérieurs, les couloirs. Après, offensivement, ils n'étaient pas virulents. Non. Vous avez vu plus saignant la semaine dernière. Sincèrement, pour eux, ils savaient le score de la Juve. Ils ne sont pas là pour venir absolument gagner. S'ils peuvent faire un hold-up, marquer un but de chapardeur, ils le font à la fin, pourquoi pas. Mais là, ils sont à égalité, ça va jouer dans les 2 derniers matchs. Et en plus, la Juve avait perdu, ils avaient le score pour eux en entrant sur la pelouse. Et n'oublions pas, ils avaient perdu. Eric, est-ce qu'il fallait annuler le match même directement? Non, moi je trouve que c'est un petit truc. Il a raison, ils ont 5 points d'avance sur le 3e, Benfica. Oui. C'était pas ce qu'on avait prévu avant la. En fait, Eric dit que le score de la Juve a conditionné ce match. Non, il conditionne partout. Oui, il conditionne l'attitude de Benfica, il conditionne le match. Sur la fin de match, oui. Voilà, bon. Sur la fin de match, sur le début aussi. À l'arrivée, quand même. Moi, j'ai noté des moments où Benfica laisse passer. Ils viennent jouer. Alors, tout le monde dit que Benfica, c'est une petite équipe d'Europe. Moi, je le crois pas du tout. Et ils viennent jouer chez un potentiel vainqueur de la Ligue des Champions. Non, mais souvent, on dit, c'est que Benfica. Ils ont fait quart l'année dernière. J'entends dire. Quoi? Ils ont fait quart l'année dernière. Oui. Non, mais j'entends dire que c'est, en gros, les gros favoris, c'était Paris et la Juve. On oublie un peu Benfica, souvent, et le championnat portugais en l'occurrence.
Mais ils viennent jouer chez un prétendant au titre. Non, mais un prétendant, ce qu'on annonce depuis le début de la Ligue des Champions, c'est que le PSG fait partie des favoris. Donc tu viens là, tu fais un parcours, tu as 5 points d'avance sur la Juve, c'est normal qu'ils gardent ce score. Ils peuvent sortir second maintenant, le PSG. Ils vont à la Juve, et tandis que Benfica va recevoir la Juve. Alors, Et ils terminent à Tel Aviv. non, Eric, sans vous manquer de respect, sans vous manquer de respect sur le calendrier, il Benfica a reçoit. gagné 2-0 à la Juve. Eric, sans vous manquer de respect, Eric. Oh là là, Eric, sans vous manquer de respect. Ne me regarde pas, je te viendrai pas en aide. Eric, regardez. Je parle de la Juve, faut suivre, ça dort. Ah non, mais c'est. Doublant, qu'est-ce que suis au niveau du match, focus sur le PSG. Bah oui, vous nous voyez parler en italien. C'est l'équipe de la Serra ce soir ou pas? Non mais alors franchement. Bon, Paris reçoit le Maccabi Haïfa et après donc il y aura défier la Juve lors de la 6e journée. Justement, on parle de la Juve vaincue par Haïfa. Qu'en finale 2-0, la première victoire de Haïfa en C1 depuis 2002. Donc ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas gagné. Doublé d'Atsili qui tente une tête retournée à la 7e. Il marque finalement du dos sur un centre de Pierre Cornude. 42e, il est servi cette fois-ci par Franzi Pierrot. Le contrôle puis la frappe au premier poteau dans la lucarne. Une victoire qui permet aux Israéliens de revenir à hauteur de la Juve. 3 points chacun. Pareil, qui termine premier, il y a un doute. Il y a un petit doute de la part de Tonton Rico qui nous dit, qui commence à dire ouais le truc. Est-ce qu'il y a un doute? Évidemment, il y a un doute. Les deux équipes sont à égalité. Il reste 2 matchs. Qui peut être sûr que Paris va gagner ces 2 matchs-là? Non. Pas moi en tout cas. Ok, très bien. Ouais, parce doute que de tout le monde. Bah, la Juve jouera la 3e place. Haïfa a gagné un match, ça veut dire que la Juve va devoir se battre pour la 3e place. Donc ils vont avoir un vrai match à jouer contre Paris. Peut-être pas pour le même objectif, mais non, la Juve ne lâchera pas ce match-là. Donc oui, bien sûr, ça va jouer à la dernière journée. Sergio Ramos a réagi soit sur Canal, soit sur RMC. C'était sur Canal. La seule chose qui nous a manqué dans ce type de match, c'est de la détermination. C'est important dans un match de Ligue des Champions. Mais le plus important, c'est de rester premier du groupe. Il va falloir travailler encore plus pour sécuriser cette première place. C'est notre objectif. Mes petits, juste avant le résultat de ce duel entre Saber et Tonton Rico, j'ai été alerté à la pause, je vais vous faire une confidence, par Joël Micou. Pas tout de suite les images, 18e minute, main d'Hakimi dans la surface de réparation. Il y a eu un check-over, donc un penalty potentiel sifflé donc pour Benfica, donc contre le Paris Saint-Germain. Et maintenant, on va regarder les images. Voilà. Hakimi, donc main dans la surface, la voici. Le Marocain sera sauvé par une position de hors-jeu du passeur Joao Mario. Vous le voyez, puisque Joao Mario était remis en jeu par Danilo Pereira. L'arbitre Michael Oliver a décidé que la passe de Danilo n'était pas intentionnelle, donc il ne remet pas en jeu Joao Mario, qui est bien hors-jeu. Vous, mon cher Johan, vous avez un doute par rapport à ça? Pourquoi? Exprimez-le. En fait, j'ai un doute sur le. C'est vrai qu'il est hors jeu, parce qu'en fait, il est devant Donnarumma. Oui. Donc là, il est hors jeu. Il n'y a plus qu'un joueur, parce que pour moi, alors peut-être je me trompe, mais Ramos, même s'il est en dehors du terrain, il fait partie des joueurs qui auraient pu empêcher le hors jeu. Mais c'est en fait l'attitude de Danilo, même s'il est au sol, quand le ballon lui revient, j'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'il veut essayer de contrôler le ballon ou le repousser, donc il fait un geste. Et pour moi, il ne le maîtrise pas, il rate son geste technique. Donc pour moi, c'est considéré comme remettre en jeu volontairement. Ça a rechangé. Ça a rechangé. Ça a rechangé juste avant la première journée du championnat. En fait, maintenant, quand tu rates ton geste, comme c'était le cas l'année dernière, CF Mbappé contre l'Espagne en National League, alors ça a rechangé. Maintenant, ça veut dire que maintenant, la maladresse ne remet pas en jeu. Donc c'est quoi tu reviens à la passe en retrait manquée, par exemple. Si tu rates ton contrôle, l'intention de faire une passe. Si tu rates ton contrôle, qui est un geste technique, ça ne remet pas en jeu. Non. Ah, d'accord. Ça a rechangé. Ils ont eu la directive une semaine avant la première journée de Ligue 2. Les arbitres nous l'ont dit la semaine dernière quand on les a croisés avant un match à Ajaccio. Mais ça serait bien que quand il y a toutes les règles, Joe, elles changent toutes les 2 semaines. Quand il y a des petites règles comme ça qui changent, ça serait bien qu'ils le disent vraiment, tu vois, qu'on le sache, quoi. C'est pour ça que le contrôle raté, avant c'était l'intention. Donc tu rates un contrôle, ça remet pas en jeu. Je fais mon contrôle, elle me ripe sur la cuisse, le gars était derrière, 10 mètres derrière, je l'avais remis en jeu parce que j'avais l'intention de jouer le ballon. Maintenant ça a rechangé. Les mains, ça change toutes les 2 semaines. Le hors-jeu, ça change toutes les 3 semaines. Le seul truc qui change pas, si tu marques un but de plus, tu as gagné. Ça reste pareil. Bon, ça va.